Bonjour à tous et merci de m'avoir permis de présenter aujourd'hui ce travail. Donc, comme Guy vous a dit, je vais vous parler aujourd'hui du développement intestinal des candidats albicans dans un modèle humain des déficiences en IgA. Donc, actuellement, il y a de plus en plus d'évidence que le microbiote intestinal il a un impact sur notre santé, mais aussi il a été associé à des maladies inflammatoires. Donc, ceci a fait que de nombreux chercheurs se sont intéressés de comprendre quels sont les mécanismes immunologiques qui régulent cet mutualisme. Donc, ils ont vu que lorsque le système immunitaire... Ah, c'est vrai, hop. Voilà. Donc, ça veut que lorsque les microbiotes vont interagir avec ces cellules macrophagiques des types CX3, CR1, là, ils vont mettre en place une réponse inflammatoire, enfin, immunitaire, pardon, qui va faire jouer des cellules telles que des TH17, régulatrices ou des cellules de lymphocytes B. Donc, voilà, ces études sont très intéressantes, sauf qu'elles ont été faites principalement chez Candida albicans et surtout chez la souris. Et donc, quand je suis arrivée dans l'équipe de Guy Gorochoff, je me suis intéressée surtout à cette réponse humorale systémique et on a voulu la caractériser cette fois-ci chez l'homme. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que le répertoire des IgG systémiques, ils étaient capables de reconnaître au moins 15 genres fongiques différents, qui étaient des genres fongiques qui ont été fréquemment décrits dans les microbiotes intestinales. Donc, comme vous voyez, les réponses systémiques en IgG, elles sont très différentes selon les genres fongiques. Et ils semblaient être assez spécifiques parce que même dans des genres fongiques qui sont très proches phylogénétiquement, eh ben, on obtient des réponses qui sont assez différentes. Donc, par la suite, on s'est dit, donc, si notre réponse systémique reconnaît les champignons décrits dans le microbiote intestinal, est-ce qu'il y a peut-être une corrélation, une association entre cette réponse IgG, cette diversité des réponses IgG et la diversité de notre microbiote intestinal? Et donc, comme vous voyez ici, lorsqu'on a comparé ces deux paramètres, donc la alpha-diversité du microbiote intestinal avec la diversité de la réponse IgG, on trouve effectivement une corrélation entre ces deux paramètres qui est positif et significatif. Alors, on n'a pas été les seuls à s'intéresser à cette question de l'impact du microbiote intestinal dans la réponse humorale systémique. Il y a aussi une autre équipe qui l'a étudié, et donc sans doute comme nous, quel est l'impact, nous sommes plus à passer par une voie d'activation via carnière. Alors, cette équipe, elle a été beaucoup plus loin que nous. Ils se sont intéressés quels étaient les rôles protecteurs des anticorps qui reconnaissent les microbiotes intestinales. Et ils ont vu que ces anticorps étaient capables d'empêcher ou de protéger les souris face à une infection infection invasive avec Candida albicans. Alors, je vous parle beaucoup des Candida albicans. C'est qui Candida albicans? C'est un commensal des humains. Alors, on va la trouver dans notre cavité orale, au niveau intestinal, au niveau des vagins chez la femme. Mais dans certaines conditions, ce champignon, il peut donner des pathologies et être à l'origine des candidoses oropharyngées, des candidoses mucopharyngées, des candidoses vaginales, mais plus rare, des candidoses invasifs qui met en péril les patients. Alors, pourquoi Candida peut jouer de passer un gentil commensal à un pathogène? C'est parce qu'il a différents facteurs de virulence. Mais aujourd'hui, je vais vous parler surtout, on va parler de cette polymorphisme qu'il y a cette levure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle peut passer de cette forme sporulée à des autres formes de type pseudofilaments ou filaments très rapidement. Et c'est ces filaments qu'elle est capable de produire, donc c'est cette forme que vous voyez là, mais ont une capacité très importante d'envahir les barrières ou les tissus et de là sa pathogénicité. Alors voilà ce qu'on sait un peu de la réponse systémique humorale et des microbiotes, mais des autres chercheurs se sont intéressés en parallèle à étudier ce qui c'était la réponse humorale, mais cette fois-ci au niveau des mucoses et plus précisément sur les IgA. Donc dans un modèle de souris avec une candidose orale, ils ont vu que les IgA étaient capables de réduire cette colonisation par Candida albicans au niveau de la bouche de la souris. Et des autres chercheurs, cette fois-ci, se sont intéressés à l'homme et plus précisément à la muqueuse intestinale. Et donc, ils ont vu que dans les os fécales des donneurs sang, il y avait des IgA qui reconnaissaient Candida albicans, donc dans cette forme de levure, mais aussi dans cette forme filamenteuse. Et dans la forme filamenteuse, ils ont été un peu plus loin à voir que les IgA reconnaissaient un antigène qui s'appelle SAP6.
Après, ils ont voulu étudier ce phénomène, ça arrivait aussi chez les patients avec la maladie de Crohn. Et là, ils ont vu que dans les patients, il y avait une proportion plus importante de cette forme filamentose par rapport aux patients sains, et qu'ils ont essayé d'expliquer cette pollution des formes filamenteuses par l'idée qu'ils ont trouvé que chez ces patients, il y avait une diminution significative des CGA spécifiques qui reconnaissent cet antigène. Voilà, l'ensemble de tous ces résultats ont fait suggérer aux chercheurs que les CGA pouvaient faire partie de ces mécanismes immunologiques qui jouent qui contrôlent ce mutualisme entre le microbiote intestinal et l'homme. Alors, nous, en regardant ces résultats, on s'est dit, ça serait intéressant de continuer à travailler sur ces sujets, mais cette fois-ci, on est conscient qu'il n'y a pas que Candida albicans dans le microbiote intestinal, il y a des autres genres fongiques. Et donc, on a décidé tout d'abord de s'intéresser au sujet de façon à essayer de caractériser les répertoires IgA dans différents compartiments, donc dans l'œsophagale, dans la réponse systémique et au niveau maternel, donc les IgA systémiques et sécrétoires. Et celle-là, on a pu le faire chez les individus sains grâce à le laboratoire des Guy Groschov, il a une grande expertise au niveau des cytométries en flux. Donc, on a travaillé avec cette méthode. Dans un deuxième temps, on a décidé de s'intéresser à quel était l'impact de la déficience des IgA dans les microbiotes intestinales et dans ce mutualisme entre le microbiote et l'homme. Pour cela, on a su profiter des canaux l'équipe de Guy Groschov, il avait une cohorte des patients IgA déficients. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé différentes méthodes. Hein, donc, on avait dans cette cohorte les selles des patients. Donc, on a pu étudier et comparer dans les individus sains et les patients IgA déficients quel était, par exemple, le pourcentage d'opsonisation du microbiote intestinal par les immunoglobulines. On a pu également faire des séquençages ITS pour déterminer quelle était la diversité intestinale. On a eu aussi accès à des cellules du sang périphérique. On a pu déterminer la proportion des cellules CD4, des TCD4 productrices de cytokines, ainsi que caractériser les IgG et les IgM. Et enfin, on a aussi pu faire des études mécanistiques in vitro avec des cellules CACO2. Donc, voilà, ça c'est un peu les objectifs et les méthodes qu'on a utilisées pour affronter cette aventure. Donc voilà, dans cette diapo, je vous montre les résultats du premier objectif. Donc c'est deux analyses en composite principale la réponse en IgA que nous avons caractérisée aussi bien dans les eaux fécales, dans les laits maternels et dans le sang périphérique. Donc, comme vous voyez, dans la réponse systémique, donc, comme vous voyez, on trouve des réponses IgA à différents types des genres de fongiques, et pas simplement qu'il y ait Candida albicans qu'elle est là. Et ce qui est très intéressant, donc ça c'est, on a testé contre les formes esporulées de tous ces champignons. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ces réponses semblent, les répertoires maternels semblent très différentes du répertoire systémique et aussi des répertoires fécals. Il laisse supposer que probablement ces différentes réponses suggèrent que chaque répertoire a une fonction différente. Donc après, on a aussi étudié, caractérisé cette réponse humorale en IgA, cette fois-ci contre des formes filamenteuses des champignons. Donc on a travaillé avec Candida albicans, Fusarium et Aspergillus. Et comme vous voyez, il y a une très forte réponse en Candida albicans systémique. Et voilà, les répertoires semblent aussi être très différents. Donc voilà, ça c'est la caractérisation. Et ça c'est les trois fonctions différentes qui peuvent faire ces différents répertoires. Et surtout, l'importance de savoir qu'il n'y a pas que Candida albicans que notre système immunitaire va reconnaître et réagir contre elle. Alors après, on s'est attaqué à cette question de comment la déficience en IgA va impacter cette mutualisme entre les champignons et l'humain. Donc voilà, voici les résultats de opsonisation. Donc on a récupéré les microbiotes intestinales au sein du microbiote, par des techniques, par des colorations et des techniques en cytométrie non plus. Donc comme vous voyez ici, donc là c'est l'opsonisation par les IgA chez les patients,
les donneurs sains et les patients déficients en IgA. Donc voilà, chez un patient sain, l'hémicobiote intestinal, il est bien optimisé par les IgA. Il y a des taux qui sont beaucoup plus importants que pour les bactéries. Alors que bon, comme il fallait attendre, les patients IgA, l'optimisation, il est presque nul, sauf pour 2 patients. Alors, on s'est dit peut-être que cette déficience en IgA va permettre qu'il y ait plus des champignons, des pourcentages de champignons par rapport aux bactéries dans leur microbiote. En fait, non, aussi bien la proportion des champignons dans les 2 populations était similaire, ce qui nous a un peu attiré l'attention. Après, nous avons étudié la diversité, l'antidiversité à travers des séquençages des vitesses 2. Et voilà, donc malgré qu'on voit une espèce de tendance à augmenter la diversité du microbiote chez les patients IgA déficientes, nous n'avons pas trouvé des différences significatives. Ce qui était un peu choquant parce qu'on s'est dit, tu as vu les rôles qui ont été décrits, en tout cas pour les bactéries dans la littérature, comment ça se fait que cette différence-là, cette déficience n'impacte pas les microbiotes intestinaux. Donc voilà, c'est un résultat et comme je dis toujours à mes étudiants, il faut l'accepter. Donc, par la suite, on s'est dit, même si on est dessus, on était parti pour une autre hypothèse. Donc voilà, par la suite, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça se passe si, au lieu d'analyser cette alpha-diversité, on analyse au niveau des genres, espèces, familles et ordres. Voilà. Donc, on fait cette analyse, et vous comparez les différences qui sont significatives entre les différentes ordres ou espèces, et ben, on arrive à Candida albicans, une fois de plus, c'est toujours elle, malheureusement. Voici, je l'aime aussi, mais c'est un peu décevant quand on se trouve avec Candida albicans. Et en fait, on voit qu'elle, elle est significativement augmentée chez les patients qui sont IgA déficients. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait après? Eh ben, il a été décrit que les microbiotes, elles peuvent être aussi à l'origine, comme je vous ai dit au début, des symptômes cliniques. Donc, chez la population des IgA déficientes, on avait 2 types de patients, donc des patients qui étaient complètement asymptomatiques et des autres patients qui avaient des symptômes de types différents, donc gastro-intestinal, allergie ou autres. Alors, on s'est posé la question est-ce qu'il y avait des différences entre leurs microbiotes qui pourraient être associées à ces différentes symptomatologies. Donc, on a recommencé avec notre alpha-diversité. Et là, cette fois-ci, on commence à voir qu'au niveau de l'index des Shannon, de l'index de Simpson ou de l'index de Simpson en fait, chez les patients qui étaient symptomatiques, on voyait des différences significatives, une diversité beaucoup plus augmentée que chez les patients qui étaient, pardon, je crois que c'est les patients symptomatiques qui ont une diversité augmentée par rapport à patients asymptomatiques. Donc voilà, ça c'était déjà plus intéressant. Donc on a été voir, on a fait le même exercice, analyser en termes des classes, ordres, familles, et voilà qu'à la fin, on observe que Candida albicans est effectivement augmenté dans les patients qui sont symptomatiques. Donc on connaît tous que Candida albicans a un pouvoir pro-inflammatoire, alors que, de façon très intéressante, Saccharomyces cerevisiae, que c'est cette fameuse levure du boulanger, qui a un pouvoir plutôt anti-inflammatoire, elle était augmentée dans les patients qui étaient asymptomatiques. Donc, si vous voyez ici, je vous ai mis le même résultat, mais en nombre des ASB observés. Et donc, vous pouvez bien voir les shifts du microbiote avec ces deux genres fongiques chez les patients asymptomatiques et symptomatiques. Donc, voilà, mon Candida albicans, le patient asymptomatique, c'est Candida albicans qui est prédominant, alors que les patients asymptomatique, c'est Saccharomyces cerevisiae qui est prédominante. Voilà, c'est très intéressant comme résultat. Et on a décidé finalement de voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la réponse systémique en termes de cellules CD4. Donc, on a comparé, pareil, les cellules CD4 qui supportaient qui étaient interféron gamma positif. Donc, à ce moment-là, on n'a pas vu de différence entre les 2 populations selon le phénotype clinique. Et par contre, lorsqu'on a étudié les cellules avec un phénotype IL-17, IL-22 ou interféron gamma IL-17, à ce moment-là, on trouve des différences significatives. Alors, la première fois que j'ai analysé ces résultats, je me suis dit, c'est génial. Voilà, il y a que ça ne va pas du tout. Parce qu'en fait, Candida albicans, d'accord? En fait, Candida albicans, qui est augmenté dans les patients symptomatiques, elle est décrite pour activer tout ce qui est IL-17, IL-22. Et voilà, là, j'étais en train de montrer qu'on était vraiment en sens inverse. D'accord?
Alors, comme je dis toujours, on accepte ce qu'on regarde, d'accord? On ne va pas changer la vie. Et donc, j'ai un peu regardé la littérature et ce qui est décrit, même s'il n'y en a pas énormément décrit, mais ce qui est décrit, c'est qu'effectivement, certains patients qui sont IgA déficientes, ils ont aussi des défauts dans les réponses, dans des autres réponses. Alors, peut-être que cette étude sur les microbiotes, pardon, et avec cette augmentation des candidats albicans, nous a permis de mettre en évidence que chez les patients IgA déficientes et qui sont une symptomatologie, ils ont un défaut dans la réponse en termes de TH17, IL22 et interféron gamma IL17. Alors, ne me demandez pas de conclure sur cette partie, vous êtes bien d'accord que j'en ai 5 patients versus 11, d'accord? Donc, je ne peux pas faire une étude des statistiques, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant de voir que lorsqu'ils sont colonisés par candidat albicans, et que c'est décrit qu'il va y avoir des réponses systémiques dans cette cytokine augmentée, nous, on ne les voit pas. Mais voilà, on s'est dit, candidat albicans, il est là, les IgA doivent donc jouer un rôle, et on s'est décidé à étudier de façon mécanistique quel était le rôle des IgA dans le développement des candidats albicans, dans un modèle in vitro des CACO2. Et donc, pour cela, on a purifié des IgA sécrétoires à partir du lait maternel. Donc, on a eu 9 donneuses. Et donc, on a étudié les tests d'impact dans la capacité qu'il y a candidat albicans de financer d'adhérer à la cellule épithéliale intestinale ou bien de faire son invasion. Et donc, comme vous voyez ici, on a trouvé que les IgA étaient capables de réduire de façon significative la filamentation des candidats albicans, l'adhésion et aussi la invasion. Alors, c'est vrai que ces résultats étaient intéressants, mais ça choquait vraiment parce que lorsque vous voyez la clinique, les patients IgA déficientes n'ont pas des candidoses mucocutanés ou candidoses orales. Donc, on se disait, mais comment ça se fait, enfin, quelle est la contradiction dans ces deux résultats? Et donc, on a vu, donc, ça a été décrit pour les bactéries et chez les patients immunodéficientes, pas pour le microbiote bactérien, chez les patients immunodéficientes ou IgA, il y a les IgM qui peuvent compenser cette déficience en IgA. Et donc, à ce moment-là, on a décidé d'étudier quels étaient les rôles des IgM dans les microbiotes intestinales. Et donc, comme vous voyez ici, effectivement, les microbiotes intestinales, il est obstrué par les IgM donc dans les patients IgA déficients par rapport aux patients donneurs sains, que les IgM fécales, elles sont capables de reconnaître un grand nombre des champignons, des genres de champignons qui ont été décrits de façon fréquente dans les microbiotes intestinales. Et ces IgM jouent un rôle aussi probablement dans l'interaction, dans la perméabilité ou les échanges au niveau de la barrière intestinale, parce que lorsqu'on compare, aussi bien que les IgA, je voudrais dire, parce que lorsqu'on compare la réponse en IgG systémique des patients LP donneurs et IgA déficients, on ne voit pas des différences significatives, simplement pour 2 jours. Mais en gros, les réponses en IgG sont similaires des patients sains que des patients IgA déficientes. Et pour finir, on s'est intéressé de savoir si la réponse en IgG, en IgM chez les patients IgA déficients était similaire que la réponse IgA dans les patients donneurs sains. Et donc, comme vous voyez ici, les profils de réponse sont très similaires des IgM et des IgA. Simplement, il y a une polarisation vers candidat albicans, donc ça c'est la réponse lorsqu'on les compare dans la forme musculaire. Et ce qui est intéressant, c'est quand on les compare dans la forme filamenteuse, et ça, effectivement, il y a une spécificité des IgA pour candidat albicans. Alors, pour conclure cette présentation, alors, le travail a été suivi récemment, donc il est en revue. Et donc, on peut dire que chez les patients LP donneurs, les IgA, effectivement, jouent un rôle pour maintenir cette diversité intestinale, mais il y a aussi une réponse IgA systémique et maternelle qui se met en place face au microbiote intestinal. Que chez les patients IgA déficientes, il y a une prolifération des candidats albicans. Il y a un effet des compensatoires par le IgM, mais qui va être pas complètement efficace contre le candidat albicans. C'est pour ça qu'on voit cette prolifération et qu'effectivement, au niveau mécanistique, les IgA jouent un rôle pour le développement, contre le développement de cette forme filamenteuse. Ils diminuent l'adhésion à la cellule épithéliale intestinale
et il diminue aussi l'invasion. Donc, j'ai fini avec la dernière diapo. Un merci à toutes mes collègues qui ont participé à cette